Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de négociation, de psychologie humaine, de communication et de relations sociales, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais surtout parler de toutes les choses que j'ai appris dans le livre Never Split the Difference de Chris Voss, donc ne jamais couper la poire en deux en français qui a été le premier livre que j'ai lu en anglais. J'y ai appris vraiment beaucoup de choses. Je vais relever toutes les astuces que j'ai appris dans ce bouquin. Je vais expliquer une petite histoire qui m'est arrivée par rapport à ces sujets-là. Je vais vous parler un petit peu de la psychologie de la négociation, de la psychologie humaine, qui est un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup et je pense que c'est l'une des plus grosses valeurs ajoutées de l'épisode. Et on va finir, comme d'habitude, sur une petite question sur ChatGPT. Donc tout d'abord, je vais vous raconter un petit peu mon anecdote, ma petite histoire par rapport à ce livre. En fait, lorsque j'étais en train de le lire, je cherchais à acheter une trottinette. Une trottinette de base, je voulais pas forcément une trottinette électrique, ça ne me dérangeait pas de taper du pied, etc. Je voulais une trottinette de base, un truc un peu ancien, et je voulais pas que ça me coûte trop cher, juste pour pouvoir faire les trajets entre la gare et mon travail lorsque j'arrive à Bruxelles. Et du coup, je voulais vraiment négocier la trottinette au plus bas prix, justement pendant que j'étais en train de lire ce livre. Et donc, je me suis lancé dans les négociations sur Vinted, pour avoir une trottinette d'occasion, non électrique. Et vu que quasiment plus personne n'en veut, eh ben, les trottinettes électriques ont beaucoup baissé. Et là où les non électriques ont beaucoup baissé. Et là où pouvais en acheter pour 100 balles et des trucs comme ça neuves à l'époque, maintenant, vu que tout le monde veut une électrique, elles ont beaucoup baissé. Et mon objectif, c'était vraiment de m'en sortir avec une trottinette électrique pour quasiment rien. Et du coup, je me suis amusé à aller démarcher plein de trottinettes sur Vinted. Et en fait, mon objectif, c'était à la fois de l'acheter, mais c'était aussi d'entraîner toutes les choses que j'apprenais pendant la lecture de ce bouquin. Et du coup, j'ai commencé à entamer des négociations avec un gars qui voulait la vendre. Et j'ai discuté avec lui pendant allez, 1 heure, 2 heures, et c'était une négociation. Et j'essayais à chaque fois d'utiliser toutes les méthodes qu'il me conseillait d'utiliser dans le bouquin, et ça m'a vraiment passionné de fou. Et à la fin, j'ai même pas acheté sa trottinette à lui, mais j'ai fait plein d'échanges. J'étais là, ok, je préfère que ce soit ce prix-là. Est-ce que la trottinette est bien comme ça? Oui, mais je pense qu'elle vaut un petit peu moins cher parce que c'est comme ça. Et puis je faisais du mirroring, je copiais ce que la personne disait pour la réutiliser. Je disais, il me semble qu'il y a plein d'astuces en fait qu'il évoque dans ce bouquin. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser toutes ces astuces pour acheter un tout petit truc. Et au final, j'ai vraiment acheté un autre Venti et ça m'a limite déçu parce qu'en fait, j'ai réussi du coup au final à acheter une trottinette pour 6 euros, donc sans les frais de port, je l'ai négocié à 6 euros. Mais la personne à qui j'ai été l'acheter, donc j'ai pris le prix le moins cher et la trottinette qui me paraissait dans un bon état, etc. Je l'ai achetée, je l'utilise depuis maintenant un mois, elle est vraiment incroyable, je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise presque tous les jours. Ça m'a vraiment déçu parce que j'ai même pas eu à beaucoup négocier au final. J'ai appris beaucoup de choses dans ce bouquin, ça m'a permis d'apprendre des choses, etc. Je suis sûr que ça va me servir plus tard pour mon avenir professionnel, pour les ventes, parce que j'ai commencé des études d'agent immobilier, etc. Je suis sûr que ça va me servir dans mon avenir, mais ça m'a vraiment déçu parce que je voulais vraiment pratiquer ce que j'appliquais dans ce bouquin. Au final, la trottinette que j'ai achetée, j'ai juste mis un prix et il l'a directement accepté, quoi. Du coup, c'était un petit peu décevant, mais l'autre, c'était marrant parce c'était vraiment un combat où je lui envoyais la balle, il me la renvoyait. C'était un match de tennis, c'était super amusant à faire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé appliquer les conseils de ce livre. Ce qui est très important avec ce livre, c'est que le fait de juste le lire, ça sert pas forcément à grand-chose. Il y a vraiment beaucoup de conseils qu'il faut appliquer encore et encore pour euh, les animer, aller pour vraiment bien comprendre toutes les méthodes de négociation et pouvoir les utiliser au mieux. Juste le lire et puis le mettre sous son bureau et ne plus jamais le réouvrir, c'est pas forcément utile. Je vais vous parler un petit peu de l'auteur de ce livre, donc qui est Chris Voss. Chris Voss, donc c'est un négociateur du FBI
est un formateur donc à Harvard. Donc il explique assez bien dans le bouquin. Il utilise beaucoup d'exemples de toutes les négociations qu'il a pu faire, où il devait faire des prises d'otages, etc., où il apprenait à des étudiants surdiplômés qui avaient réussi à atteindre Harvard, comme quoi ben, la négociation, c'est un processus, c'est pas un processus, allez, financier, on va dire, c'est plus un processus psychologique de vraiment de communication, de réussir à connecter avec la personne avec laquelle on négocie. Donc voilà qui est Chris Voss. Je vais vous expliquer un petit peu plus précisément ses expériences donc à Harvard, où aux élèves, il lui disait donc que c'était très 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 important, mais que lui, ses méthodes et ses astuces de négociation fonctionnent absolument parce que pendant une grande partie de sa vie, s'il négociait pas assez bien, ben, il y avait des gens qui pouvaient mourir parce que c'était des prises d'otages, parce que c'était vraiment des cas très extrêmes où il y avait des gens qui étaient en danger et qui réclamaient des sommes importantes et il fallait d'essayer de baisser le prix, à la fois d'essayer de choper le plus d'informations possible, de faire parler la personne le plus possible pour en apprendre le plus possible sur la personne. Et du coup, ce qu'il a dit également à ses élèves d'Harvard, c'est que la négociation, c'est, comme je vous le disais juste avant, c'est une chose qu'il faut pratiquer pour le faire au mieux. Et c'est pas un, donc il nous dit dans le livre comme quoi c'est un process de répétition et non pas d'intelligence. C'est-à-dire que la personne il peut avoir étudié autant de livres, de podcasts, de tout ce que tu veux, il peut avoir fait autant d'études qu'il veut sur le sujet de la négociation. La meilleure manière de l'apprendre et de l'adopter, c'est de pratiquer. Et c'est pour ça aussi que ça m'avait déçu justement pour cette trottinette où je voulais absolument pratiquer. Il avait accepté direct. Et du coup, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime bien me mettre, même, c'est des bêtes trucs, hein, mais allez, si supposons on négocie, c'est pas une négociation de base, mais justement tout rendre en négociation pour, d'une certaine façon, s'améliorer. Par exemple, il y a ton ami qui te dit, ok, j'ai envie qu'on ait rendez-vous à 17h, toi tu as envie de le voir une heure plus tôt, tu vas dire 16h. Et tu vas me dire, mais il va accepter direct, c'est ton ami, mais s'il a des trucs avant, etc. Et en fait, rien que le fait de dire, ok, moi je préfère 16h et que ce soit un compromis et qu'il y ait une discussion comme ça, c'est d'une certaine manière une négociation. Et j'adore le fait de tout prendre pour négociation et d'une certaine façon d'essayer de le pratiquer constamment. Donc, il y a aussi quelque chose de très très important qu'il a appris à du coup ses étudiants d'Harvard, c'est que la négociation, ça doit être quelque chose qui est très émotionnel en fait. Lorsqu'on négocie avec quelqu'un, on négocie avec un humain, on essaye de capter ses émotions, sa psychologie, comment elle se sent, de quoi a-t-il besoin et comment est-ce qu'il se sent, c'est vraiment beaucoup plus important. En fait, il faut jamais négocier comme si l'autre personne était un robot. Il faut vraiment beaucoup prendre en compte l'empathie, ses émotions, etc. Donc, je vais citer quelques petites astuces donc, qui ont été expliquées dans son bouquin, qui sont vraiment expliquées en profondeur, mais je vais les survoler afin que tout le monde ait une idée un petit peu de ce que c'est. Donc, il y a quelque chose qui est très chouette en négociation, c'est de faire du mirroring, de répéter l'affirmation de la personne. Donc lorsque on est en train de négocier avec quelqu'un, ça fonctionne aussi pour devenir ami avec les personnes, pour la psychologie humaine, pour avoir des meilleures relations avec les gens. Lorsque tu fais de la répétition, donc tu fais la répétition de la fin de la phrase de quelqu'un. Euh, Typiquement, il y a qui te dit je vais aller acheter des gaufres. Tu commences toi ta phrase en disant des gaufres, ok, j'ai envie d'aller en acheter avec toi. Là, on parle pas de négociation, mais c'est pour créer des relations avec les personnes. En fait, le fait de répéter la fin de sa phrase, la partie importante de la fin de sa phrase, ça fait que tu connectes avec la personne. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris dans un autre bouquin que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle How to Win Friends and Influence People, que je vais sûrement faire une analyse précise sur ce livre-là. Mais l'un des mots les plus importants dans toutes les langues
pour une personne, c'est d'entendre son propre prénom. Parce qu'en fait, quand tu dis le prénom d'une personne, ça fait un déclic dans son cerveau, il est d'office très attentif avec toi, et tu as plus de chances de build des bonnes relations avec la personne lorsque tu dis tout simplement son prénom. C'est quelque chose de tout bête, de toute façon, je l'expliquerai plus précisément dans cet épisode-là. Il y a aussi une autre astuce que Chris Voss a émise qui sont, bah oui, tout simplement de copy each other to comfort each other, c'est-à-dire, bah, justement, comme je l'expliquais, de faire peut-être les mêmes mimiques, de peut-être manger la même chose, de peut-être faire un petit peu les mêmes tournures de phrases pour que, en fait, lorsque vous essayez de ressembler en partie à quelqu'un, il va se sentir confortable et vous allez pouvoir créer des meilleures relations, négocier mieux, etc., etc. Et aussi quelque chose de très important, si vous avez quelque chose, par exemple, à vous reprocher dans une négociation ou quoi, par exemple, vous voulez vendre votre maison, mais il y a des travaux à faire, il y a des rénovations, il y a l'eau qui ne fonctionne pas forcément bien, etc. Lorsque vous allez le présenter à des gens, il y a quelque chose d'assez important à faire qui est de sting, de ask, aching the sting out. Donc enlever la piqûre. La piqûre, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est lorsque vous allez justement présenter par exemple votre bien immobilier ou lorsque vous vendez quelque chose ou qu'il y a un défaut dans la chose ou quand vous avez besoin de d'avouer des choses que vous avez faites ou vous vous êtes mal comporté, c'est très important de directement le dire de vous-même en fait. D'arriver dans la visite immobilière par exemple et dire ok, je sais qu'il y a la rénovation à faire, je sais qu'il y a de l'eau à faire pour pas que les personnes puissent en faire des critiques derrière parce que si vous ne dites rien et qu'ils en font des critiques, ils vont pouvoir psychologiquement vous réduire et pouvoir mieux négocier le prix que si vous-même vous enlevez la piqûre dès le départ et vous avouez tous les défauts que vous avez. Il y a aussi quelque chose d'assez important en négociation en psychologie humaine qui est d'essayer d'éviter le plus possible les oui et les peut-être et d'amener au non. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites oui, peut-être ça peut être interprété comme un oui, oui, tais-toi, etc. J'ai envie de couper la conversation. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins impactant là où lorsque tu dis non à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va changer par derrière. Et vu que le but, c'est de tout le temps discuter le plus longtemps avec la personne pour créer une bonne relation avec cette personne-là et pour pouvoir mener une meilleure négociation ou avoir un meilleur rapport avec cette personne-là, lorsque vous allez dire non, vous allez toujours faire changer les choses qui vous plaisent pas, alors que si vous dites oui, c'est comme si vous acquiescez quelque chose ou lorsque vous dites oui, c'est comme si vous acquiescez quelque chose sans vraiment y penser, alors que lorsque vous dites non, vous n'êtes pas d'accord avec la chose et il y a toujours quelque chose qui va changer, vous allez toujours créer des meilleures relations avec les gens. Comme je vous l'ai dit, le oui, c'est l'un des trucs à éviter le plus en négociation. Lorsque vous balancez plein d'arguments pour essayer de faire baisser le prix de quoi que ce soit et que juste la personne vous dit oui, c'est vraiment pas terrible. Alors que l'objectif en fait de la plupart des négociations, c'est d'arriver au that's right, au c'est vrai, parce que en fait, ça va vraiment permettre de faire en sorte que la personne, elle soit vraiment d'accord avec le processus. En fait, là, il y a vraiment une très grosse différence entre le oui et le c'est vrai, parce que lorsque une personne dit c'est vrai, elle n'a plus rien à dire, vous venez de la martyriser d'argumentaire et vous avez créé une bonne relation préalablement avec elle. Et lorsqu'elle dit oui, elle est vraiment indifférente à la chose. Et donc l'objectif dans la plupart des négociations, c'est d'arriver au c'est vrai parce que lorsque vous y arrivez, c'est que vous avez atteint votre objectif. Dans la plupart des cas, c'est que vous avez entre guillemets réussi votre négociation. Donc il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le mirroring. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de répéter la fin de la phrase, c'est bien pour les relations sociales. Ce qui est intéressant aussi à faire, c'est de la paraphrase. Donc la paraphrase, c'est tout simplement du mirroring, mais avec ses propres mots. Donc par exemple, il y a un gars qui pourrait dire cette chaise-là, je ne pense pas qu'elle vaille 800 balles. Ben toi, tu pourrais dire ce meuble-là vaut clairement ce qui est indiqué sur le prix. Enfin,
C'est comme si par exemple, ici je me filme et il y a de la lumière, il y a un gars qui va dire, ok, la lumière éclaire d'une certaine manière, et toi tu vas dire, ok, moi je trouve aussi que la lumière, tu vas confirmer ce qu'il dit, mais tu vas le reformuler avec tes propres mots, ou alors il va t'expliquer un problème, il va te dire, ok, sur la toiture, j'ai l'impression qu'il y a des choses à refaire, etc. Et toi tu vas le répéter, tu vas dire, oui, je pense aussi que sur la toiture, il y a des choses à modifier, il faudrait faire ça, 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 etc. En fait, c'est vraiment c'est assez compliqué à expliquer, c'est plus dans la pratique, le faire, le faire, le faire, le faire. Mais répéter les mêmes choses que votre opposant ou la personne avec qui vous négociez dit, mais avec votre propre mot. Et c'est vraiment un concept intéressant. Il y a aussi un concept de labeling qui est de faire en sorte que, bah, d'ailleurs je l'ai pratiqué un petit peu lorsque j'expliquais ces exemples-là. Le labeling, c'est de faire en sorte de montrer à la personne qu'on la comprend. Donc c'est très très important dans les relations sociales, dans la négo, de faire en sorte de montrer à la personne qu'on comprend ce qu'elle ressent, parce que lorsque on est empathique, lorsqu'on comprend ce que la personne ressent, ça crée toujours des relations plus solides, où de base vous pouvez ne pas connaître la personne, et après 10 minutes, si par exemple il y a un problème, vous pouvez même aller dans le perso avec la personne si elle a un problème, etc. Faire en sorte de montrer qu'on comprend la personne, c'est vraiment une méthode assez particulière et qui est très intéressante en négociation. Vraiment avoir de l'empathie envers les gens, ça crée des relations fortes et vous passez pour quelqu'un qui vraiment s'intéresse aux personnes et c'est une très bonne chose. Il y a du coup le mix de le labeling et de la paraphrase qui s'appelle le summaring. Donc c'est le fait de d'être empathique, de comprendre la personne et à la fois de répéter la situation qu'il vous a décrite avec ses propres mots. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et qu'il nous explique dans le livre. Maintenant, on va passer plus à de la négociation vraiment de chiffres où ce qui est très très intéressant lorsqu'on veut négocier un prix pour ne pas paraître trop agressif. Typiquement, ben, je vais souvent parler d'immobilier parce que c'est ce qui me parle le plus, où vous avez une maison à 100 000 euros et vous voulez la négocier à 70 000. Non, votre objectif c'est un petit peu trop ambitieux peut-être, mais voulez la négocier à 90 typiquement. L'une des meilleures choses à faire, c'est ne pas dire un chiffre fixe parce que les gens se sentent agressés lorsque vous dites un chiffre fixe, mais tout simplement dans la conversation de glisser. Moi, je pense que cette maison vaut plus entre 80 et 85 000 euros. Et à ce moment-là, en fait, vous allez offrir un range, une fourchette, où ça va paraître beaucoup moins agressif que si vous dites, OK, moi je pense que ça vaut 80 000, la personne va se sentir un petit peu offensée. Et c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien, du coup, en négociation. Et la deuxième étape, du coup, pour fixer un prix très précis, c'est de justement donner un prix très précis et qui n'est pas du tout un prix d'une dizaine ou quoi que ce soit, ou d'une centaine. Typiquement, lorsque vous voulez essayer de dire un prix très précis après avoir fait ce range, vous allez dire, bah, moi je pense que cette maison, elle vaut 88 950 euros. Et en fait, à ce moment-là, vous allez perturber la personne parce qu'elle va se dire, comment ça se fait qu'il dit un chiffre aussi précis? Il pourrait me dire 89 000, il pourrait me dire quelque chose d'autre. Il me dit vraiment un chiffre très précis. Et en fait, intuitivement, les personnes pensent que vous avez des chiffres, des calculs très précis derrière. Et la plupart du temps, la personne va plus accepter que vous mettiez un prix plus bas mais avec un chiffre précis parce qu'elle va se dire ok, elle est sûre de ce qu'elle fait, elle a fait des calculs et c'est le meilleur prix selon elle, plutôt que si vous mettez un chiffre très carré, du type 90 000, mais que bah, vous dites juste 90 000. En fait, les personnes vont plus avoir tendance à accepter un 87 350 qu'un 90 000 parce que c'est un chiffre précis, parce que les gens vont se dire, ok, ils ont fait des efforts, il y a des calculs derrière, sinon ça n'a aucun sens de proposer un chiffre aussi précis. Typiquement, bah, pour la trottinette, au lieu de négocier un 10 euros, tu peux négocier un 6,53 €. Plus tu vas dans les décimales, plus les gens sont intrigués et plus les gens ont tendance à accepter lors de nos négociations. Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est de faire des calibrated questions.
de toujours poser des questions où les gens vont tendance à ne pas avoir répondre par oui ou par non. Évidemment, provoquer le non, c'est quelque chose d'intéressant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais de toujours amener sur un comment, sur un où, sur un pourquoi, sur un qui ou sur un quoi. Donc poser des questions où la personne va avoir tendance à parler plus longtemps pour créer une communication qui est meilleure et pour que vous puissiez parler plus longtemps avec la personne. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans les relations sociales. Donc j'ai un exemple très précis de cette tournure de nom, c'est de ne pas dire est-ce que vous avez 5 minutes pour parler lorsque vous voulez parler à votre employeur ou peu importe à quelqu'un qui est occupé, mais de plutôt dire est-ce que c'est un mauvais moment pour parler avec lui? Pourquoi? Pour justement provoquer le non, parce que à part si c'est vraiment un mauvais moment, ce qui est assez rare, et que les gens vont dire allez, me dérange pas, va là-bas, ce qui est plutôt rare, lorsque vous demandez avec empathie est-ce que c'est un mauvais moment pour parler, ben justement il y a de l'empathie, ça va provoquer un non où les gens vont dire non, il n'y a pas de problème, et vous allez plus communiquer avec la personne et pouvoir parler de tous les sujets qui vous importent que si vous vous demandez est-ce que vous avez 5 minutes pour parler parce que ça va plus saouler la personne que vous disiez ça. Il y a un concept super super intéressant qui est le 7, 38, 55. Donc 7%. Donc dans la communication avec les personnes, il y a 7% des mots que vous utilisez qui sont importants. Il y a 38% de la tonalité que vous utilisez avec les personnes qui sont importantes dans les relations sociales. Et il y a 55% de votre body language, de comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous êtes par rapport à la personne. C'est vraiment très 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 important. Et du coup, je trouve ça vraiment super super intéressant comme quoi il y a ces remarques-là et vous pouvez dire un truc sur un ton super inquisiteur et que ce soit quelque chose de gentil, ça passera comme quelque chose de violent, alors que si vous dites quelque chose de super violent sur un ton gentil, ça passera beaucoup mieux et il y a aussi tout un effet avec le body language, etc. Donc maintenant, je vais vous parler, donc c'était plus des astuces, tout ça, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de la psychologie de la négociation pour finalement aller sur une question de ChatGPT. Donc comme Chris Vos nous l'explique, la négociation, c'est de la communication avec des résultats. En fait, lorsque vous parlez avec des gens, comme vous le savez, c'est de la communication. Lorsque vous voulez faire une négociation, c'est que vous voulez communiquer avec une personne, donc avec toutes les techniques que j'ai évoquées précédemment, mais pour avoir des résultats, pour avoir un prix fixe, pour avoir une heure fixe où vous allez fixer un rendez-vous, pour vraiment atteindre un résultat tangible où vous allez acheter X pour X euros ou quoi que ce soit. Il y a aussi un processus très très smart, très intelligent en négociation, c'est de tout simplement insinuer comme quoi les personnes sont malhonnêtes et qu'elles proposent par exemple des prix trop élevés pour que vous achetiez quelque chose ou qu'elles proposent un prix trop bas pour que vous lui vendiez quelque chose. Faire en sorte de faire croire à la personne que vous êtes malhonnête, que la personne est malhonnête par rapport au prix qu'elle vous propose et qu'elle ne vous respecte pas, entre guillemets, pour que tout simplement la personne négocie avec elle-même. Il y a un processus très très smart, très intelligent, qui est de parfois placer des blancs. Donc par exemple, quelqu'un va vous proposer un prix, vous mettez un blanc. Et en fait, la personne va négocier avec elle-même. Elle va être là, elle va reproposer un prix plus bas. Parce que vous mettez un blanc, parce que vous mettez d'une certaine façon une gêne, en mode je n'accepte pas que tu me manques de respect comme ça, tu ne peux pas mettre un prix aussi bas pour que je te vende la chose. Et en fait, la personne va négocier avec elle-même, et c'est vraiment un processus super utilisé en négociation, et qui fonctionne vraiment super bien. Et même si vous êtes au courant de cette euh, chose-là, si quelqu'un vous le fait à vous, en fait, les humains sont des êtres sociaux, sont tellement habitués à enclencher la deuxième à chaque fois que il y a un blanc et il y a quelque chose qui va pas, on a l'impression qu'il faut dire des trucs, et ben la personne va se négocier toute seule. Donc, comme je l'ai exprimé plusieurs fois, faire durer la communication pour en apprendre plus. Et l'une des choses les plus importantes du coup dans la communication, dans la négociation, c'est de faire en sorte de comprendre c'est quoi la problématique de l'autre, de faire en sorte de comprendre ce dont il a besoin.
Vous êtes connu sur internet, vous avez envie de faire un placement de produit pour une certaine marque. La chose que veut la marque, c'est que vous lui donniez un maximum de visibilité. Et donc, évidemment, elle va vous mettre un chèque pour que vous puissiez justement faire le marketing, faire la communication, faire le placement de produits de cette marque-là. Et des petites choses que vous pouvez amener en plus, c'est typiquement mettre la marque en description, en parler plus souvent pour potentiellement pouvoir plus souvent faire des placements de produits avec cette marque-là. C'est peut-être pas un exemple qui parle tout le monde, mais en fait, ce qui est vraiment important lorsque vous négociez avec n'importe qui, lorsque vous parlez avec n'importe qui, c'est d'essayer de comprendre, ok, pourquoi cette personne est en train de discuter avec moi, qu'est-ce qu'elle a besoin, essayer de lui apporter le maximum de choses dont elle a besoin pour communiquer mieux avec elle et vous pouvoir tirer le plus de choses par la suite. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, ben, les cercles vertueux, c'est toujours le thème du podcast, toujours aller dans le positif pour tendre vers le positif par la suite. Être dans une bonne humeur avec la personne avec qui vous parlez, être dans un mood positif où vous n'allez pas justement être en confrontation vraiment avec la personne, mais aller toujours sourire, toujours euh, tirer vers le positif en mode ok, on va trouver un compromis qui va nous arranger tous les jours, tous les deux faire un win-win, etc. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a aussi un concept assez intéressant, c'est qu'on fuit tout ce qui est différent de nous et on a envie de se rapprocher de tout ce qui nous ressemble. Donc idéalement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de vraiment répéter les mêmes choses, le fait de d'avoir les mêmes mimiques, même si vous vous forcez d'une certaine façon à le faire, le fait d'avoir les mêmes passions avec des personnes, ça vous rapproche de la personne, ça vous permet d'avoir de meilleures relations avec elles. Les personnes ont besoin de sentir qu'elles sont comprises, donc ça c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je m'aurais peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est parce que je relis mes notes et à chaque fois il y a des points que je peux peut-être aborder d'un côté et de l'autre. Mais donc, comme je l'ai dit, faire en sorte de faire sentir aux personnes qu'elles sont comprises, parce que lorsque les personnes se sentent comprises, elles se sentent rassurées. Lorsqu'elles se sentent rassurées, c'est une bonne chose. Une des meilleures choses lorsque vous allez typiquement à un entretien d'embauche à des personnes qui s'y connaissent mieux sur un sujet que vous, c'est de leur demander comment est-ce que je suis supposé faire ça. Parce que d'une certaine façon, lorsque vous posez des questions à des personnes qui en connaissent plus, elles vont se sentir impliquées dans ce que vous faites vous et elles vont avoir l'impression de devoir faire du mentoring avec vous, de devoir être votre maître de stage ou peu importe, d'être un petit peu votre supérieur dans un domaine précis et c'est l'une des meilleures manières de dire comment est-ce que je suis supposé faire ça, 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 qu'elle vous suive, qu'elle vous aide et que vous avanciez tout simplement plus vite dans ce que vous avez envie de faire. Il y a aussi quelque chose de très important, il y a le cas typiquement dans les casinos et ce genre de choses, mais les gens vont prendre beaucoup plus de risques pour éviter une perte que pour réaliser un gain. C'est-à-dire que les personnes vont prendre beaucoup plus de risques pour éviter une perte que pour réaliser un gain. Si on dit à 100 personnes, ok, vous avez 5% de chance de faire un fois 20 sur votre investissement. Et sinon, les 95 autres pourcents, vous perdez tout. Ils vont beaucoup moins prendre cette solution-là que si vous leur dites, OK, vous avez 95% de chance de ne rien gagner, de juste garder votre somme. Supposons que vous avez mis votre argent sur un exchange crypto et bref, il manipule votre argent, vous avez 10 000 balles dessus et vous dites, ok, vous avez deux trucs. Vous pouvez soit avoir 5% de chance de faire un x20, soit avoir et 95% de chance de perdre, soit 5% de chance de perdre et 95% de garder votre mise. Eh bien, la grande majorité des gens vont choisir l'option où vous avez 95% de chance de garder votre mise parce que les gens sont plus, ont plus tendance à vouloir être dans la sécurité et ne pas vouloir perdre que de vouloir gagner. Voilà pourquoi la grande majorité des gens
continuent dans le salariat jusqu'à leur retraite parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des risques et parce qu'ils s'en fichent un petit peu du gain, parce qu'ils pensent que le risque est plus important que le gain qu'il y a à avoir, alors que, bah, après c'est l'idée de chacun, mais je pense qu'il est plus important de prendre des risques, d'apprendre des choses, de se développer en tant qu'humain, plutôt que de rester pendant soit 40 ans dans le même taf. Et à présent, on va finir du coup sur la question de ChatGPT. In closing this negotiation, Insight equip us with practical tools and psychological acumen to forge connections, understand diverse perspectives, and craft collaborative solutions. Donc, ce que ça veut dire en gros, cette affirmation de ChatGPT, c'est tout simplement qu'il faut s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, de la psychologie de ces personnes-là, de comment elles se sentent, de ce qu'elles ont vécu. Évidemment, utiliser toutes les astuces qui ont été expliquées, que j'ai expliquées dans cet épisode-là, et que vous pouvez retrouver beaucoup plus précisément, beaucoup plus en profondeur dans le livre, évidemment. Le livre, c'est plusieurs heures de lecture. Ici, il va y avoir une trentaine de minutes d'épisode. Et du coup, vraiment toujours s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Si vous avez une personne qui paraît plus poreuse, il y a des méthodes différentes pour ces personnes-là. Si vous avez une personne inquisitrice, il y a aussi toute une palette de couleurs que j'expliquerai peut-être dans un autre épisode. Et je trouve ça super super intéressant. En fait, il faut vraiment vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. Tout le monde a une psychologie différente, même si globalement les relations humaines sont drivées par les mêmes centres d'intérêt et la même psychologie. Mais il y a vraiment, c'est vraiment un sujet qui me passionne de fou. Là, j'ai débité, enfin, c'est rare que je débite aussi vite dans une vidéo où je me sens aussi passionné, même si tous les sujets que je traite, je les adore. Celui-ci, je ne comprends pas même pourquoi j'ai été aussi impliqué. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de fou, la psychologie humaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer des mails à l'adresse mail Tommy non, lescerclesvertueuxtommy@gmail.com, à laisser 5 étoiles sur ce podcast sur Spotify. J'ai vu qu'il y avait assez peu de 5 étoiles et comparé au nombre d'écoutes, n'hésitez pas également à vous abonner au compte Spotify, à la chaîne YouTube que j'ai créée du coup ici début septembre. Et voilà, passez une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est ciao!